1916, la bataille de Verdun s'éternise, faisant plus de 700 000 morts. Tous les hommes valides sont alors au front dans ce qui sera le conflit le plus meurtrier de l'histoire. La France manque de bras, alors elle demande la main de ses femmes. Elle remplace leurs maris, leurs fils, dans les usines d'armement, les champs, les ateliers. Elle représente alors plus d'un tiers des effectifs. Dans ce contexte, le 4 octobre 1916, le grand amphithéâtre du Conservatoire national des arts et métiers accueille 200 femmes réunies pour l'ouverture de la première grande école destinée à l'enseignement supérieur pour les jeunes filles. 77 d'entre elles seront les premières étudiantes de cet établissement. Volontaire et brillante, Loulie Senua, sa créatrice, est alors une jeune institutrice de 30 ans. Elle est titulaire du baccalauréat, ancienne étudiante à la Sorbonne, et elle veut créer cette école car elle est profondément convaincue qu'il faut donner une formation aux jeunes femmes pour leur permettre d'être indépendantes grâce à une activité professionnelle. Cette école va acquérir une grande réputation et, sous le nom d'HEC Jeunes Filles, HECJF, former pendant près de 60 ans plus de 4000 jeunes femmes. HEC a été créé en 1881. Il n'est venu à l'idée de personne que des jeunes filles seraient autorisées à se présenter au concours. Et au moment où la guerre a privé les entreprises de ces cadres masculins, on aurait peut-être pu se dire que, eh bien non. On a reposé la question à HEC. Il n'était pas question que des filles. Et pourquoi il n'était pas question que des filles? Parce que les filles, elles auraient pris des places aux garçons au concours, et puis elles n'en auraient rien fait. Pourtant, beaucoup de ces jeunes femmes auront un parcours professionnel riche et diversifié. Françoise Montenay sera présidente du comité Colbert et du conseil de surveillance de Chanel. Je crois que la chose la plus importante dans l'enseignement d'HECJF, c'est de vous donner confiance en vous. Béatrice Philippe sera une des premières femmes à travailler à la City de Londres. Ce qu'on nous apprenait, c'est à n'avoir peur de rien et à être prêt à prendre des responsabilités. Viviane Esder ouvrira une des premières galeries de photos d'art à Paris et deviendra la seule femme experte à la cour d'appel. D'avoir une pratique pour l'organisation. Annie Dusselier fera une grande partie de sa carrière au sein d'IBM et créera plus tard Isotelli, un cabinet de conseil en égalité professionnelle. Je trouve que ce sont des formations qui sont ouvertes dans la mesure où ce n'est pas que des esprits purement scientifiques ou purement littéraires. Marie-Joseph Beau sera présidente du groupe pharmaceutique Sandoz. HECJF a été une découverte d'un autre monde et d'une autre série de possibles. Édith Cresson sera la première femme Premier ministre d'un gouvernement français. Je voulais avant tout mon indépendance. J'ai choisi cette piste à cause de ça. Pendant l'entre-deux-guerres, l'école conforte son statut et sa réputation et poursuit son développement, intégrant constamment dans son programme des matières et des méthodes nouvelles. L'objectif est de donner aux élèves le goût de l'effort, l'esprit d'initiative et d'organisation. Outre les cours de droit commercial et financier, d'économie politique, de langue vivante, de méthode et expression, des conférences, des visites d'usines, sans oublier des séances d'éducation physique, sont organisées et les travaux en équipe sont mis en avant. Mais même si l'enseignement est constamment amélioré, l'école ne réussit à produire, en majorité, que des collaboratrices de haut niveau. Les crises économiques, notamment celle de 1929, freinent encore l'essor du travail féminin, qui ne débutera qu'au lendemain de la guerre avec les changements de la société en faveur des femmes. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. 29 avril 1945, les Françaises seront des milliers à se déplacer pour aller voter pour la première fois. Parmi elles, quelques personnalités comme ici Marie Joliot-Curie ou encore Gilberte Brossolette qui deviendra, un an plus tard, la première femme élue vice-présidente du Sénat. L'année suivante, Germaine Poinceau-Chapuis est la première femme nommée ministre de la Santé publique et de la Population.
Le 15 décembre 1949 sont inaugurés les locaux de l'école HECJF, dans un hôtel particulier, 98 avenue Raymond Poincaré. Ils vont permettre, en étant plus vastes et mieux adaptés, l'ouverture d'une 3e année d'études. C'est dans cette période que naît également le magazine Elle. Sa créatrice, Hélène Lazareff, a senti que désormais, les femmes avaient envie de féminité, de vêtements adaptés, de culture, bref, de liberté. Mais l'image de la femme a toujours du mal à s'émanciper de certains préjugés. Et ce n'est qu'en 1965, lorsque les femmes peuvent légalement exercer une profession et ouvrir un compte bancaire, sans l'autorisation de leur mari, qu'elles vont acquérir un début d'indépendance. En 1966, c'est le cinquantenaire d'HECJF. L'occasion pour Louli Sanoua et Yvette Ménissé de se revoir et de mesurer le chemin parcouru depuis la création de l'établissement. Même si beaucoup de choses ont évolué, le lien constant avec le monde de l'entreprise et le choix d'enseignants venus d'horizons différents incarnent toujours la spécificité de l'enseignement de cette école. C'était donc des professeurs qui avaient une activité ailleurs et qui nous donnaient quelques heures. On avait des agrégés, des professeurs d'université, des dirigeants d'entreprise CPA pour tout ce qui était les cas. Pour la culture générale, nous avions des écrivains, des artistes. C'était une très très grande diversité d'enseignants. Des intervenants extérieurs, une technique pédagogique moderne, mais est-ce que cela facilite vraiment le choix d'une carrière ? C'est quelquefois difficile, mais je pense que les HECJF ils sont particulièrement bien préparés, étant donné que notre formation ne comprend pas seulement l'acquisition de connaissances, mais une formation de caractère qui nous prépare à travailler et à mener de front une vie familiale. Mais ces jeunes filles étaient-elles vraiment préparées à affronter un milieu essentiellement masculin ? Ah, le fait d'être une femme ne m'a pas du tout aidée. Mais alors vraiment pas. Alors je ne pense pas qu'à l'école on nous disait qu'on allait être confronté au sexisme, à la difficulté, mais on nous disait qu'on allait devoir être meilleur parce que nous étions des femmes. Dans la City à Londres, en 70, il y avait vraiment pratiquement pas de femmes autres que secrétaire ou assistante. Mes collègues anglais craignaient pour moi que les secrétaires ne soient choqués à l'idée que ce soit une femme qui leur donne des rapports à taper. Je leur ai dit, ne vous en faites pas, je m'en charge. Quand je vais pour les problèmes de la Cour d'appel de Paris, c'est évident que je suis toujours confrontée à des avocats et à des juges, principalement des hommes. Dans ce milieu essentiellement masculin, Simone Marchal parviendra néanmoins à s'imposer en devenant directeur du développement commercial de la société Bell, participant ainsi au lancement du fromage Kiri et à l'invention du mini Babybel en filet. En 1974, le premier secrétariat d'État à la condition féminine est créé, avec à sa tête Françoise Giroud. Mais dans les années 70, la libération de la femme passe aussi par la libération de son corps. Le 17 janvier 1975, Simone Veil fait voter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. À sa sortie de l'ENA, le 1er juin 1975, Elisabeth Buxpan est la première femme à choisir l'inspection des finances. Cette même année, HECJF ferme ses portes et en 1976, c'est la première promotion mixte appelée Mona Lisa. Je me rappelle qu'une délégation de filles avait eu rendez-vous avec le responsable du restaurant universitaire et les garçons ont donc bénéficié de notre présence puisqu'on a vu arriver plus de légumes et plus de crudités et plus systématiquement le choix entre riz et pâtes ou entre pâtes et pommes de terre. Donc je pense que pour la diététique de l'ensemble du campus, ça a été un point important. En fait, la mixité a introduit une ouverture aux besoins de tous qui n'était peut-être pas le cas quand il n'y avait que des garçons sur le campus. Dans les années 80, les femmes s'imposent encore un peu plus dans la sphère politique. Parmi elles, Yannick Moreau, première étudiante HECJF à intégrer l'ENA, occupera différents postes au sein de plusieurs ministères. En 1981, Yvette Roudy prend la tête du ministère du droit des femmes, qui remplace le secrétariat d'État à la condition féminine. 2 ans plus tard, elle donnera son nom à une loi établissant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La parité obligatoire, ça fait quand même un peu avancer les choses. Une fois qu'elle est là, on se rend compte que c'est une bonne chose parce que réellement, il y a une complémentarité homme-femme et différences aussi pays, culture, etc. qui font que les bonnes équipes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bonnes équipes sont mixtes et sont internationales. Ces années marquent aussi l'apparition dans la publicité et les médias d'une nouvelle image de la femme, celle de l'executive woman.
pour les hommes, je me suis rendu compte qu'avoir un titre de présidente, c'est vraiment important. Comme la voiture qui va avec d'ailleurs. Il faut jouer le jeu des codes. Et je recommande aux femmes qui prennent ce type de poste, surtout de prendre la voiture qui va avec. Parce que les hommes n'imagineraient même pas qu'eux, ils ne la prendraient pas. Donc là, il faut vraiment jouer le code. En mai 1991, Édith Cresson est la première femme, et pour le moment la seule, nommée Premier ministre. C'est aussi une des rares personnalités politiques de premier plan à ne pas avoir fait Sciences Po. Je ne regrette pas du tout d'avoir pas fait Sciences Po, absolument pas. Ça m'a appris des choses concrètes dont j'ai eu besoin par la suite, que j'ai utilisées. Je me suis fait un noyau d'amis tout à fait intéressante et qui avaient la même attitude que moi devant la vie, c'est-à-dire un désir de se battre, de conquérir, de refuser absolument le dogme dominant. Et donc, pour ça, je me suis sentie très à l'aise dans ce milieu. Je savais que nous étions en décalage avec la société, et je savais que nous étions un peu en avance, qu'il ne fallait pas trop le montrer parce que c'était très mal vu. Ça m'a aidé par la suite, parce que comme je vous l'ai dit, la société politique étant particulièrement misogyne, je n'ai pas été vraiment dépaysée. Le fond de misogynie dans la société politique française est très supérieur à ce qu'il est dans toutes les sociétés politiques, y compris les autres pays européens, et pas seulement des pays du nord de l'Europe, dont on nous dit toujours qu'ils sont très en avance, ce qui est vrai, mais y compris en Espagne, en Italie, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, la France est très spécifique dans la misogynie de la classe politique. À partir des années 2000, plusieurs lois vont se succéder qui augmenteront les droits des femmes sur le plan de l'égalité professionnelle et salariale et dans les instances politiques. S'il n'y a pas de quotas, il n'y aura pas une évolution naturelle suffisamment rapide pour faire changer les comportements. On se rend compte que là où il n'y a pas de loi, c'est-à-dire dans les comités de direction, les comités exécutifs, on n'a pas assez de femmes. Donc on a des femmes qui se spécialisent, qui deviennent administrateurs de métiers, je vais dire, ce qui paraît quand même un peu incroyable. Oui, à la présence importante, voire paritaire des hommes et des femmes dans les conseils d'administration, mais oui à la diversité des profils. Il faut vraiment qu'on décloisonne tout, c'est-à-dire qu'on décloisonne les stéréotypes sur les hommes et sur les femmes, mais aussi sur les jeunes et les seniors, mais aussi sur plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'enfermer les gens dans des catégories, ça me paraît vraiment fondamental. Donc travailler sur l'intergénérationnel et cesser d'opposer les générations les unes aux autres. Il aura fallu de longues années et de nombreuses lois pour permettre une égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les études supérieures. Cependant, sur le plan des opportunités de carrière et des rémunérations, il reste peut-être encore quelques efforts à fournir. Et il y a certainement toujours un gap dans les salaires, même au départ dans les carrières. Mais on a regardé dans certains domaines, notamment dans la technologie, où les femmes étaient en avant que les hommes. Et peut-être dans les domaines innovateurs, on commence à voir que les choses se règlent mieux. Mais il y a toujours travail à faire. C'est une question pour la France, mais c'est une question mondiale qu'il faut qu'on développe pour avoir des opportunités. Parce que, je dis encore, c'est de la diversité qui vient de l'excellence à la fin.